Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas mériter votre fonction dans votre entreprise ou même d'avoir le sentiment de tromper les autres en l'occupant? Si c'est le cas, c'est peut-être que vous faites l'expérience, comme 70% des actifs en France, du syndrome de l'imposteur. L'une des caractéristiques de ce syndrome est le fait de se sentir illégitime, de ne pas mériter sa place et de tromper les autres en l'occupant. D'ailleurs, le risque de burn-out est plus élevé chez les personnes souffrant de ce syndrome et n'arrivant pas à le dépasser. Pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Camille Demazière, Head of People chez Clara RH. Bonjour Camille. Salut Frédéric, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ravi de discuter de ce chouette thème ensemble. C'est top, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et Clara RH? Mon rôle, dans les startups, c'est un peu atypique. On est censé être au four et au moulin, comme dans toute startup qui se respecte, et plus particulièrement les scale-up, donc qui cherchent à avoir une croissance très forte, très rapidement. On se doit structurer tout en délivrant, donc tu imagines bien que je suis un peu sur différents éléments bien transverses, que ce soit sur la gestion des talents, la gestion administrative, le cadre juridico-légal, la paye. Je vais jusqu'à la marque employeur, marque employé. Enfin voilà, grosso modo, mon quotidien est plus que rempli. Et j'imagine que parfois tu fais aussi des sorties de route et tu t'occupes de choses qui sont potentiellement pas dans ton scope. Tout à fait. C'est la joie de l'entreprise. Exactement. Je suis souvent le Chief Happiness Officer, comme on dit, parce que maintenant on ne veut plus en entendre parler, on les recrutera plus. Mais par contre, la casquette est repassée côté RH. Ne serait-ce que en tant qu'un peu... alors, je dis pas qu'on est cheerleader, mais il y a un côté super animateur. On se doit d'aller animer un peu tout le monde. J'ai la chance d'être dans une petite équipe. Je suis arrivée il y a un an, on était une quinzaine, là on est plutôt une soixantaine. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai quand même la possibilité d'aller les voir en one-one et donc de les animer encore et encore, de m'assurer qu'ils ont le bon environnement de travail, les bons outils, les bonnes méthodos, les process, la communication qui va bien. Et c'est ça qui me plaît, je crois, dans mon job, c'est cette proximité avec le terrain. Je suis pas la DRH dans sa tour d'ivoire qui fait les payes dans un coin, qui assure un peu le recrutement on the side. On est plutôt très proche des collaborateurs et on essaye d'animer tout ça parce que quand il y a un an, je suis arrivée chez Clara, on était donc une quinzaine de collaborateurs et entre cette première version de Clara et celle qu'on a aujourd'hui, post-première levée de fonds, on dirait un an. Bien sûr, il y a un état d'esprit qu'il faut changer et il faut que tout le monde transitionne, dire, dans cette nouvelle version où on est plus nombreux. Tu veux dire culturellement. Et puis il y a des managers maintenant, donc tu te réfères plus forcément directement aux cofondateurs. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc c'est aussi comment est-ce que tu accompagnes ce changement sans que ce soit vécu comme un traumatisme. Et pour ceux où ce serait potentiellement un traumatisme, tu te dois aussi les accompagner plus particulièrement. Donc j'aime bien cette notion de gestion individuelle, mais le tout dans une dynamique collective. Dans une dynamique collective. Ouais. Je pense que c'est la danse parfaite à mener, qui est énergivore. Ouais. Mais tu as raison, le personnel et le collectif doivent toujours coexister, quel que soit nos rôles d'ailleurs. Et Clara RH. Ouais, Clara RH. On est donc une scale-up française. Oui. On est éditeur d'une solution RH autour du développement collaborateur. On a un focus sur 3 principaux cas d'usage, le suivi des parcours de formation, les programmes talents et les rituels managériaux. Et aujourd'hui, on travaille avec une bonne cinquantaine de clients, dont des entreprises comme Safran. On travaille sur les lignes de production avec Safran, sur les codes bleus, mais on travaille aussi avec Carrefour sur les programmes talents, des futurs managers de magasins, et BPCE sur les rituels managériaux, le suivi de la performance et des activités. Super. Alors du coup, première question, on revient au sujet d'imposteur, et je pense qu'on va pouvoir échanger ensemble de manière assez importante, parce que c'est quelque chose qui me parle plutôt. Toi, si tu devais définir ce syndrome de l'imposteur, comment tu le définirais? On a regardé une définition juste avant, et c'est très rigolo parce que je m'y retrouvais et en même temps je m'y retrouvais pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est des personnes qui expriment une forme de doute maladif. Alors je suis pas sûre d'en être à un stade où je m'en rends malade. Ouais. Mais par contre, ce doute, il consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel. J'oublie la définition. Et donc ces personnes rejettent plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès à d'autres éléments qui leur sont extérieurs, la chance, etc. Ouais. Et je trouve ça assez dingue parce que j'ai l'impression de le vivre un peu mais pas complètement, ce syndrome-là. Si je donnais ma définition de ce que je vis, moi, via ce syndrome-là, c'est plutôt sur des aspects qu'on attendrait peut-être un peu moins. Ouais. D'expérience, je suis donc devenue DRH, moi, à 24 ans, ce qui est très jeune. C'est en effet le contexte. J'aurais très bien pu dire, non, mais c'est à cause du contexte et de la conjoncture que je le suis devenue. Mais finalement, c'est aussi parce que je me suis inscrite dans une entreprise pendant longtemps. C'était une autre start-up scale-up et je suis restée 7 ans dans cette entreprise-là. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, j'ai pu, solliciter cette casquette-là. C'était pas évident parce que, comme tu te le doutes, la plupart des entreprises, les DRH, c'est quand même plutôt des personnes un peu plus expérimentées. Ouais. Et par expérimenté, je parle même pas d'une tranche d'âge, mais quand même, à 24 ans, en général, on me regardait un peu en me disant, bon,
ok, elle fait partie d'une start-up, il faut un peu n'importe quoi, mais c'est fine. Donc sur cette partie-là, mais aussi sur ne serait-ce que sur le fait d'être une femme. Donc on est quand même souvent en minorité. Moi, ça fait bientôt 10 ans que j'arrive dans l'univers de la tech. Bon, depuis 10 ans, on n'est pas très nombreuses aux codières, pas très nombreuses dans les rangs des managers. Alors, j'essaie de casser les codes justement et d'être la première, le premier acteur de ce changement-là. Mais... Est-ce que tu penses que justement être une femme, ça concourt potentiellement au syndrome de l'imposteur ? Je suis pas sûre, non. Honnêtement, vu ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est aussi parce que moi j'ai 3 frères et j'ai que des cousins. Donc en gros, je suis la seule fille de la famille. J'estime qu'il n'y a pas de... Enfin, je suis très honorée que mes parents m'aient élevée au même titre que mes frangins. C'était pas Camille et les garçons à table, heureusement. Sinon, je pense que je serais devenue une petite princesse. Et là, pour le coup, j'aurais pu développer un gros syndrome de l'imposteur le jour où. Donc je pense pas que ce soit lié au fait que tu sois une femme ou pas. Je pense qu'il y a quand même un élément factuel autour de ne serait-ce que de la société, par exemple, qui fait que oui, tu as un peu plus de pression parce que dans ta projection de carrière, par exemple, tu dois quand même à un moment imaginer, si tu as envie d'avoir des enfants, de concilier un peu plein de choses. Et que donc, tu as un gros syndrome de, par exemple, quand tu reviens travailler après, je sais pas moi, un congé maternité, tu as un syndrome parce que tu dis, merde, j'ai raté X années ou X mois dans le monde du travail, comment est-ce que j'y reviens ? Donc ça, c'est plus particulier, mais ça peut être aussi le cas pour beaucoup d'hommes. Et là, je prends aussi le contre-pied, par exemple, des rôles de manager. Ils sont au même titre concernés parce qu'ils disent, bon, je prends cette casquette de manager, mais est-ce que je suis vraiment bon manager ? Est-ce que je sais accompagner les gens ? Je vois que je bute et je suis plutôt dans une démarche de trouver le meilleur moyen de faire ça efficacement parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai encore beaucoup d'opérationnel, donc j'arrive pas vraiment à suivre mes collaborateurs. Et en même temps, si on l'a désigné manager, c'est aussi parce qu'on pensait qu'il serait la bonne personne pour. Et je trouve que pour les deux, hommes ou femmes, il y a un enjeu de se révéler là où on est attendu, donc que ce soit dans ton rôle de manager ou dans ton rôle de femme dirigeante ou enfin bref, je pense que c'est ta capacité à surmonter ça. Ce fameux doute maladif, j'espère qu'on l'est pas tous, mais je suis assez convaincue qu'on l'est tous un petit peu, jusqu'au moment où on se rôde à un exercice qui fait qu'on est de plus en plus à l'aise et on a construit un certain nombre de briques et de petits succès qui font qu'à la fin on se dit bon, est-ce que je suis vraiment concernée par ce syndrome-là ? Non. Je crois que je suis à l'aise et je peux y aller. En fait, comme tu le dis, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, on puisse se sentir un imposteur, un retour de congé maternité, un retour suite à une absence, une promotion dans un rôle qu'on n'occupait pas, l'entrée sur le marché du travail, tu l'exprimais. En fait, on est jeune, on prend un job, on n'a pas d'expérience professionnelle, pas nécessairement en tout cas, et donc la fonction qu'on vient occuper, eh bien, elle est complètement illégitime puisqu'on n'a pas de track record, d'expérience dans le passé. On n'a rien à vendre, entre guillemets. On n'a rien à vendre pour pouvoir dire... Et c'est-à-dire, je pense, l'un des problèmes liés au chômage des jeunes, c'est que les potentiels employeurs se disent ils n'ont pas d'expérience, donc ils ne sont pas légitimes à occuper cette fonction-là. Et en tant que jeune entrant sur le marché du travail, on se dit mais j'ai aucune légitimité à postuler à cette offre parce que j'ai pas l'expérience, ça me dirait bien. Ok, je pense que l'envie, la projection, on arrive facilement à le faire, de par les codes de l'entreprise, le langage qui est employé, mais on se dit, de toute façon, et c'est aussi un autre mécanisme, à mon avis, qui fait partie du syndrome de l'imposteur, c'est l'autocensure. De se brimer, de se dire... Cette fameuse pensée limitante où on se dit, non. Je vais pas postuler parce que je serai un imposteur, parce que on va pas me retenir, parce que je suis pas intéressant, j'ai pas l'expérience. Donc en fait... Je pense d'ailleurs que l'autocensure et le syndrome de l'imposteur, c'est parfois deux choses concomitantes qui se passent au même moment. La question que j'ai aussi pour toi, et dans ton expérience, elle est formidable, elle est tout à fait à propos pour le thème de ce podcast. Comment on arrive à fabriquer de la légitimité ? Ce réservoir de légitimité. Quand fondamentalement, on n'en a pas. Ouais, on la crée. T'as raison, c'est vraiment C'est ça. Tu la crées de toutes pièces. Ça a été quoi les ressorts pour toi d'ailleurs ? Alors les déclencheurs, je pense que c'est d'avoir un entourage qui te porte aussi. Alors je dis pas qu'il faut forcément te rattacher à ta famille et qu'ils se disent ouais c'est bien, tu t'accroches, etc. Parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que les pairs sont aussi très importants. C'est-à-dire que de discuter entre pairs, tu te rends compte que tu as aussi les mêmes enjeux. Micro aparté, on évoquait cette légitimité, j'allais dire, dans le monde de l'entreprise, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. Je t'épargne la réflexion autour de quand tu es dans une entreprise où tu crées un poste, par exemple. On crée beaucoup et on part de zéro quand on est dans une petite structure. T'imagines quand on dit, bon, vas-y, là, on t'ouvre une porte, mais tu vas aller défricher tout ce qui se passe derrière et t'as aucune idée de quel est le périmètre. C'est ça. À la rigueur, dans un très grand groupe, on te donne un périmètre un peu dédié et tu sais un petit peu dans quelles, j'allais dire, conditions tu peux graviter, quoi. Quand t'as aucune limite, entre guillemets, tu dois t'en mettre aussi et t'en créer. Donc, il y a un côté encore plus extrême parce que tu te mets encore plus pas en difficulté, mais en phase d'inconnu.
Et justement, le fait de discuter entre pairs, et je reviens sur mon point, il y a un côté rassurant, mais il y a aussi un côté un petit peu, on va se mettre au défi respectivement, parce que on sent bien qu'on ne vit pas exactement les mêmes choses, c'est pas forcément les mêmes conjonctures, mais on va pouvoir les piocher les uns les autres dans ce que l'un a vécu, tiens, comment est-ce que je pourrais le calquer ou l'adapter, moi, dans mon univers. Donc, il y aurait l'échange entre les pairs. Camille, il y a un truc qui est important, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et moi, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui ont cru en moi, et ça m'a porté. Ça m'a porté dans mes faiblesses. Quand moi, je croyais pas en moi, le fait que les gens croient en moi, ça m'a porté. Mais tu as raison, quand tu échanges avec les pairs, en fait, tu as aussi la dynamique des gens. C'est des gens qui vont te porter, qui vont être des sponsors, ils vont partager leur expérience, ils vont être des mentors pour toi. Mais aussi les gens qui vont t'intimider en disant « mais t'es qui toi ?» Exactement. Et qui vont pas nourrir cette légitimité, qui vont pas t'aider à la construire, parce que potentiellement, tu représentes un risque, parce qu'il y a une forme d'arrogance, et donc du coup... Une forme de succès aussi, parce que plus rapidement peut-être, tu es arrivé à un niveau que même n'avait pas atteint à ce stade-là. Exactement, donc tu crées de la jalousie, ça peut être aussi un ressort de quasiment un peu de condescendance, de crainte, d'arrogance. Souvent l'arrogance c'est aussi d'ailleurs un signe de crainte, et de se sentir en difficulté. Mais c'est ces personnes-là, je pense, qui sont les plus enrichissantes, parce qu'en fait, tu te confrontes à, je vais pas dire le niveau 10 par rapport au niveau 1, quand tu échanges avec quelqu'un que tu connais un peu et qui a l'air plutôt friendly, mais plutôt qu'il y a une vraie étape marquante entre le moment où vraiment t'es pas bien. Enfin, je veux dire, avant d'aller rencontrer cette personne, tu la rencontres, je sais pas moi, sur un événement professionnel ou dans un autre cadre, tu sens toi-même que t'as pas envie d'y aller. Et le fait d'y aller, de tenir bon, d'avoir passé, je sais pas moi, ces 30 minutes de café ou cette 1h30 sur ce format, et tu dis, je l'ai fait quand même. En fait, c'est un peu comme quand tu prends la parole sur scène. J'adore regarder les concours d'éloquence parce que on se rend compte qu'il y a un gros travail mental en amont, mais qu'une fois qu'ils sont lancés, ils sont sur scène, ils sont face à ce public. Moi, j'admire ceux qui passent les différents concours. Je crois qu'il y a le concours... L'exercice du barreau ? Il y a le concours d'éloquence des avocats. Voilà, il y a un exercice particulier. Et je trouve ça assez incroyable parce qu'ils se préparent pendant, je sais pas moi, 1 ou 2 ans en amont. Et au moment où ils y vont, pour beaucoup, le retour d'expérience, c'est en fait, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Mais je me suis tellement bien préparée que j'avais assez d'armes pour pouvoir y aller. Tout à fait, pour improviser. Exactement. Pour être dans le moment. Et plus t'en fais, je pense, plus tu aussi en profites et prends du plaisir. Moi, je dois l'admettre, donc ça fait bientôt 10 ans que j'invite dans cet univers-là. Alors, de la tech et puis des ressources humaines, ça fait bien 6-7 ans. Je me suis approprié cet univers en me rendant légitime aussi, en prenant une place que personne n'avait vraiment envie de me donner. Je te dresse un peu le portrait, mais quand je vais dans des cercles plutôt restreints ou assez élargis de DRH, qui sont plutôt des personnes expérimentées, comme je te l'évoquais, donc qui n'ont pas du tout les mêmes profils que moi, pas les mêmes parcours, qui viennent pas du même monde en plus, ils sont plutôt dans des très grosses structures cotées en bourse. Déjà, j'ai pas ma place, sur le papier, on se dirait qu'elle a pas sa place. Donc si je la prends pas, si tu veux, c'est pas forcément eux qui vont me tendre la main. Et je fais un parallèle qui est assez rigolo. Quand j'étais petite, on avait des fêtes de famille et je me retrouvais avec tous mes cousins, donc que des mecs en face de moi. Et donc moi, on m'offrait soit un jouet plutôt de fille ou... J'avais même pas une cousine. Et je m'étais dit, c'est pas ces 40 cousins qui vont venir jouer avec moi à la Barbie, c'est plutôt moi qui vais me bouger et je vais aller voir ce qui se passe en face. Et j'ai l'impression d'avoir réitéré un peu cette démarche-là. Je sais pas moi, imagine t'as une 50aine de personnes en face de toi, ils se retrouvent entre eux, en plus entre pairs, ils ont les mêmes codes, etc. Toi t'arrives avec des codes bien différents. Si c'est pas toi qui viens les voir et entre guillemets, comme tu l'évoquais tout à l'heure, faire un peu le poil à gratter, ils viendront pas te chercher. Ou alors, il y en a un qui a un peu pitié de toi, il se dit bon attends, elle est à côté du bar à cocktail. C'est ton sponsor. C'est mon sponsor. Et petit à petit, tu te rends compte que ces personnes-là sont très contente de l'expérience riche que tu leur as fait vivre en allant discuter avec eux. Parce qu'après coup, tu vas reprendre un déjeuner, reprendre un temps de café, etc. Et tu construis du coup une relation qui est d'autant plus intéressante pour eux parce que tu partages des réalités, qu'ils ne vivent absolument pas dans l'entreprise, mais qui vont les renouveler profondément dans leur façon de voir leur job et leur réalité du quotidien. Tu as raison, cet échange-là, il est enrichissant pour les deux parties. Le novice et le très expérimenté. Exactement, Aussi, je trouve que l'exposition aux autres, elle apporte quelque chose d'important, c'est de s'apercevoir pour les gens qui sont prêts à le partager, que tout le monde, à un moment donné, comme on le disait dans la statistique que j'ai trouvée, 70% des actifs français ressentent à un moment donné dans leur parcours professionnel le sentiment d'être des imposteurs. Mais en fait, tu t'aperçois que quelle que soit la fonction, on imagine même que Emmanuel Macron s'est senti imposteur parce qu'un jour il est devenu président de la République et que dans ses premières heures, même si c'est un désir et c'est un destin qu'il s'est créé, il a à plein de moments dû se sentir imposteur, illégitime. Et d'ailleurs, ces questions de légitimité, est-ce qu'on arrive un jour à la légitimité absolue dans laquelle tout ce qu'on entreprend, on a le sentiment d'être hyper légitime sur tout ce qu'on fait? À ton avis, on est légitime parce qu'on s'octroie cette légitimité-là ou parce que les autres nous l'accordent? Moi, c'est une grande question. J'ai l'impression qu'il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Ça dépend comment t'es foutu intellectuellement, je pense. Si t'es un peu cassé. Il y a des gens qui
fondamentalement un degré de confiance en eux qui est absolument formidable. Et la légitimité, ils la tirent d'eux-mêmes, mais ils sont complètement en danger. Parce que la vérité du leadership, c'est qu'on n'est pas un leader sans personnes qui nous suivent. La légitimité, on la tire nécessairement des gens qui nous suivent et des gens qu'on sert et les gens pour lesquels on travaille. Aussi auto-centré qu'on soit et avec un niveau de confiance élevé, on peut se dire « je suis légitime de par moi-même parce que j'ai décidé et que j'ai cette personnalité ». Et certaines personnes l'ont. Et c'est une chance incroyable. Si de toute façon, ils ne sont que des leaders autocratiques, c'est ça le sujet. Et que donc ils n'ont pas besoin de l'accord et que les autres les suivent, mais même en même temps c'est pas vrai. Même le leader autocratique, il a besoin d'une cour, il a besoin d'un ensemble de personnes qui le suivent. Pour le confirmer. Ouais. Et puis pour agir, en fait le leader il n'est rien seul. Si tu as besoin d'embarquer une armée, vaut mieux que l'armée soit un peu dans l'adhésion par rapport à ce que tu es en train de... Et donc je pense que c'est le sujet de l'équilibre du leadership, il est essentiel. Et alors tu parles de leadership, mais par rapport au monde de l'entreprise, on l'évoquait juste avant avec Marie, mais sur cette notion de manager. Oui. Tu vois, on parle souvent de courage managérial et je trouve que le syndrome d'imposteur est vraiment pas loin. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de courage, mais parfois on leur demande des choses quand même assez difficiles à faire, dire des choses aux gens, des choses un peu en brut parfois pour que les messages passent vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui passe derrière parce que ils veulent garder leur légitimité et l'adhésion des gens. Donc de peur de les froisser, ils vont pas avoir vraiment envie d'aller au bout de leur démonstration et de leur dire des choses. J'ai l'impression que du coup ça réalimenterait un peu ce syndrome-là. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est clair qu'on fait des choses pour plaisir aux autres. Et la légitimité, on a le sentiment de l'obtenir quand on a une équipe qui est alignée avec soi. Ouais. Donc potentiellement, on peut avoir des discours démagogiques pour être sympa, pour être amical et pour que derrière la scène, les gens disent « Ah, tiens, Fred, c'est vraiment un super manager, qu'est-ce qu'il est gentil !» Et donc du coup, ça me donne le sentiment de légitimité. Mais la légitimité, elle n'est pas que sur un plan relationnel, elle est multifactorielle. Elle est hyper... Et c'est complexe en fait. Une des questions que j'avais pour toi, est-ce que tu as le sentiment que dans ton parcours personnel, il y a quelque chose qui a été potentiellement un déclencheur ou un facteur favorisant? C'est une question que moi je me pose souvent, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti dans ma vie. Qui aurait déclenché ce syndrome-là? Oui, qui est peut-être un terreau favorable à souffrir ou à ressentir ce syndrome d'imposteur. Peut-être des expériences très fortes qui n'ont pas été évidentes à encaisser. Je ne sais pas, peut-être que ça a été la première fois que j'étais confrontée à des personnes plus expérimentées, des RH, de très grands groupes, et où j'ai pas forcément eu des retours très positifs, ou du moins, je sentais que j'étais assez rapidement mis dans une case et stéréotypée. Ouais, ok, elle est DRH à 24 ans, mais elle est dans le monde des startups, ils font un peu n'importe quoi. Bon, en gros, elle est là, mais tout le monde sait qu'elle n'est pas très légitime, ou du moins, c'est un peu l'entre-soi, on est censé se retrouver entre nous, donc là... Bon, elle est là, on va pas trop faire de bruit, mais on sait tous qu'elle aurait pas trop sa place. Donc peut-être que ça vient d'une expérience comme ça un peu marquante, ou manque de peau, ça donne encore plus envie d'aller craquer le sujet et de se dire, attends, mais je pense que j'ai mon mot à dire, et je pense que je me dois d'être vocale aussi dans ces cercles-là. Alors je dis pas pour casser les codes ou de bouger les rangs, mais pour apporter chacun sa touche de fraîcheur. Et quand je dis fraîcheur, c'est pas parce que t'es plus jeune, que t'es frais ou j'en sais rien, mais plutôt parce que la fraîcheur dans le renouveau des sujets. Ouais, de ta perspective en fait. Ouais, parce qu'en fait, si tu te retrouves qu'avec des gens du même type de profil, etc., c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche parfois en start-up de dire ouais, vous recrutez toujours les mêmes types de profils, sortis d'école, cadre, CSP, bon bref. Justement, nous les premiers, on essaie de casser les codes. Et en fait, quand tu fais attention, dans ces univers-là, je parle plutôt de la tech et des scale-up, on est quand même dans une dynamique d'avoir une richesse de profils parce qu'on sait que c'est ça qui va nous apporter énormément. Et en fait, justement, tu l'évoquais, nous porter. Parce qu'on va enrichir en continu tout ce qu'on fait. Que ce soit notre façon de travailler, la dynamique qui est créée, la culture, la communication, etc. Donc, j'allais dire, by design, ces écosystèmes-là sont multiculturels, avec multifacettes, etc. Et quand tu te confrontes à un univers qui ne l'est absolument pas, très aseptisé, si je peux dire ça comme ça, c'est pas évident, mais je pense que t'as qu'une envie, c'est de t'accrocher encore plus. Comme on le dit, l'apprentissage, ça passe par le fait d'avoir plusieurs échecs et d'avoir envie de les surmonter pour dire, ok, là, je sais ce que je peux en tirer. J'ai appris que je pouvais faire ça différemment et maintenant, ça passe et c'est super chouette. Et donc, l'un de tes conseils que tu pourrais donner pour dépasser ce syndrome... C'est pas d'aller se confronter forcément à des situations... Non, mais tu sais quoi, je pense que... Pourquoi pas Lançons notre thérapie. C'est ça. Moi, j'ai envie de te dire, si je devais faire un peu de thérapie, mon ressenti du syndrome de l'imposteur, il est très clairement que je suis un gars timide. Okay, donc, ça se voit absolument pas, Frédéric. Ça se voit pas aujourd'hui, parce que je suis vieux maintenant, tu vois. Mais en tout cas, le mec que tu auras rencontré, qui est rentré chez Hays en 2001, qui a 25 ans, et qui rapidement manage une équipe de 10 personnes, il est fondamentalement timide,
il a fondamentalement pas confiance en lui. Par contre, il est ambitieux. Ok, comme toi, en fait, j'avais envie de me dépasser. Ouais. Ça m'anime, en fait. Je suis le timide qui monte sur scène. Je suis le timide qui veut devenir acteur, tu vois. Et donc, je essaie de recombiner l'incombinable, en fait. C'est-à-dire que je suis absolument pas destiné à manager parce que je préfère observer, parce que je préfère écouter, parce que je préfère être seul avec moi-même et dans mon esprit et pas dans l'extraversion, je dirais. Très rapidement, quand j'ai eu ce rôle-là et qu'on me l'a confié, et je l'ai ressenti. Mon approche, c'était de quasiment tomber dans l'autorité. Tu vois, de ce que je pensais être un leader. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de speed, je suis anxieux, j'aime aller à fond la caisse. Donc, du coup, tous les autres, je les mettais un peu au pas. Tu transmettais un peu plus de stress que tu n'aurais voulu, quoi. En tout cas, aujourd'hui, je le fais autrement, très clairement. Parce que j'ai plus ce besoin de démonstration. Je pense qu'on doit toujours démontrer, hein, même à mon âge. Mais par contre, je le fais différemment et je suis très conscient de moi. En tout cas, donc, tu vois, pour moi, très clairement, ce syndrome d'imposteur avait un fondement un peu psychologique, quoi. Ouais. Toi, tu me dirais que c'était pas ton cas. C'était plutôt la nouveauté du fait que tu aies un rôle dans un environnement où le DRH moyen, il a peut-être 45 ans. Et en même temps, quand je t'entendais partager cet exemple-là, ce qui m'est venu, c'est que par exemple, si quelqu'un mise sur toi, en disant, tiens, je pressens que toi, tu as du potentiel, je vais te positionner là, tu as d'autant plus de raisons de te dire que tu es un imposteur. C'est quelqu'un d'autre qui t'a mis là. Enfin, il y a un côté, il faut que tu le choisisses. Oui. Donc, je vois très bien ce que tu évoques. Donc, ça peut en effet être associé à une personne, à une conjoncture. Enfin, il y a plein d'éléments qui l'expliqueraient. Il y a probablement aussi pas mal de persos qui rentrent en jeu. Parce qu'on arrive, nous, avec le lot de richesses que nous représentons en tant qu'être humain. Et on peut pas séquencer aussi bien, j'allais dire, que le télétravail, le pro et le perso. Mais je suis d'accord avec toi, il y a peut-être cette pression qu'on se met un peu pour être sûr d'être là où on s'imagine qu'on nous attend. Tu vois, le stéréotype de le manager, il doit être comme ci, comme ça, et il doit pas être de travers. C'est ça que tu as ressenti, toi? Oui, absolument. Et je pense que ce qui m'a aidé à le dépasser, moi, par exemple, pour partager cette expérience, c'était un environnement hyper bienveillant. C'était un cercle premier, fait de peu de personnes, mais qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé. Okay. Et ça, c'est une chance, en fait. Je trouve que quand on prend des fonctions de manager, aussi jeune qu'on soit, ou des postes de DRH comme toi, être capable d'avoir un petit écosystème autour de soi, de gens qui sont bienveillants, mais qui sont pas juste dans un rapport parental, tu sais, de dire « Ah bravo, t'es la meilleure ma fille et ainsi de suite, ce que moi je dirais à mes enfants, tu vois, en permanence. Un degré plus équilibré en disant « Non, mais en disant les choses top, aussi. Mais en même temps, là-dessus, tu t'es trompé, t'as fait une erreur, ou ma perception de la manière dont t'as géré ça, elle est que t'aurais dû le faire différemment. Et ça, c'est hyper constructif, ça alimente l'énergie d'avoir envie de continuer à se coller au sujet, à s'exposer, à tomber, à se relever. Tu vois, ça fabrique la résilience. Et tout ce temps qui est investi, en fait, tu gagnes en expérience, tu construis ta légitimité. Et ça, c'est fantastique. Et cette légitimité-là, t'as pas l'impression qu'elle s'ancre aussi particulièrement dans des... Alors, au-delà des moments de vie, mais dans des projets bien particuliers. Je m'entends, dans ma précédente expérience, il y a 3 grands projets que j'ai menés, qui pourtant n'étaient pas les plus simples. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai sollicité cette casquette de DRH, parce qu'il fallait que, en interne comme en externe, je sois aussi légitime, j'allais dire, d'adresser ce sujet-là. Quand tu dois faire un plan de licenciement économique, et que tu dois passer d'une 60aine de collaborateurs à une 15aine, alors que tu viens juste de faire un scaling up, c'est-à-dire de lever de l'argent et de recruter énormément. Ça, c'est dur. Tu te positionnes comme quelqu'un d'assez rigide, un peu strict. Et ton projet, en fait, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience, Tu vois, c'est que tu sais faire quelque chose, tu l'as fait, potentiellement. Et même, j'ai envie de te dire, que tu l'aies bien fait ou pas fait, il y a une chose qui est essentielle. C'est tu as eu cette expérience. Traversé cette expérience. Tu l'as eu. Quel que soit le résultat. Ça, c'est quelque chose de fantastique, j'ai envie de te dire. Tu t'es déjà collé à ce sujet-là. Et en tout cas, tu as raison. Mener des projets, avoir des expériences, faire des rencontres, tout ça, en fait, c'est de la capitalisation de connaissances. Et je trouve que c'est un levier formidable pour arriver à sortir un peu de ce syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, c'est pas le seul. Je continue de penser que l'environnement, un environnement varié de gens qui sont avec nous, avec des mentors, des coachs, des amis, des collègues, des rencontres, s'ouvrir aussi à ça, tu vois. Je pense que moi, j'ai mis très longtemps pour admettre que je me suis senti imposteur. Ok, mettre les mots dessus. Oui, est-ce que toi, t'as mis du temps pour... tu vois, on en parle aujourd'hui, c'est le sujet de notre podcast. Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà avoué à ton entourage? Que t'as ressenti ça? Ouais, d'autant plus quand l'environnement, justement, ne te porte pas.
Tu sais, alors je dis pas que ça va à l'encontre et qu'on te met des barrières, mais que l'environnement n'est pas forcément, ou les personnes autour desquelles tu gravites ne sont pas forcément dans un c'est bien, génial, bravo, accroche-toi, on sait que c'est dur, etc. Donc tu te sens un peu seul, bord ta barque, là, et tu dis est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que j'y vais, je continue ou je sais pas. Donc d'autant plus, quand tu te sens pas porté par quelque chose, tu as besoin de l'exprimer dans un autre cercle, que ce soit les amis ou plus largement. De là à dire je me sens imposteur, je pense l'avoir écrit beaucoup, dans une démarche de rendre compte, de mettre les mots dessus. Peut-être un peu moins à l'oral. Parce qu'en plus, c'est tout bête, mais de l'extérieur, les gens me voient comme quelqu'un de très dynamique, énergique, comme si j'avais une sorte de réservoir infini de dynamisme et d'énergie à donner à tout le monde, et plus encore. Donc on ne peut pas s'imaginer que derrière, il y a peut-être une petite cam à l'intérieur qui se dit mais qu'est-ce que je fous là? Donc je pense que ça cache un peu ça. Bien sûr. En tout cas, mes amis proches le savent et on en parle assez librement. C'est pour ça d'ailleurs que le sujet m'intéressait. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Tu l'as confié à tes amis. Et pourquoi tu le confierais plus à tes amis plutôt qu'à n'importe quel salarié chez Clara? Alors je dirais que dans un premier temps, c'était le cercle proche, parce que j'avais besoin aussi de confirmer que c'était OK de ressentir ça. Maintenant, je suis très à l'aise, même avec mes collaborateurs, même un alternant, je lui ai dit encore la semaine dernière, en disant, écoute, là-dessus, sois pas dans une démarche forcément de people pleaser. Essaye pas de faire plaisir à tout le monde. T'as des objectifs, t'as du mal à les adresser et à te mettre complètement dans le bain. Je suis passée par là, t'inquiète. Et en fait, de mettre les mots dessus, on se rend compte que déjà, ça te rend plus humain. Et en tant que DRH, c'est quand même pas mal de voir qu'on est humain. Qu'ils peuvent s'identifier à quelqu'un qui n'a pas du tout le même rôle, pas la même responsabilité et qui, en fait, c'est lui parler de manière simple et pragmatique. Donc, je dirais que maintenant, j'ai dépassé ce stade-là. Mais je pense qu'il y a une première phase où si tu es directement en train d'aller en parler à n'importe qui, et les personnes que tu ne connais pas, ça peut être encore plus effrayant parce que, comme les personnes, tu ne les connais pas, tu sais pas trop si tu peux avoir confiance. Je sais pas, est-ce que tu irais voir ton boss alors qu'il vient de te nommer en disant « Écoute, j'ai un petit syndrome de l'imposteur. » Je crois que je suis pas la bonne personne pour faire ce job. Mais tu sais quoi, tu as tout à fait raison. Moi, en tout cas, c'est la manière dont je l'ai ressenti. Et je pense que aussi, d'ailleurs, au travers de mes 20 ans d'expérience de management, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de dire faut faire gaffe, en fait. Parce que quand on expose ça, on se rend vulnérable. Et la personne qui entend ça, on ne sait pas dans quelle mesure elle pourrait pas l'utiliser pour nous décrédibiliser. Pour, à la limite, nous écraser. T'exposer en disant tiens, Fred m'est venu me voir en me disant qu'il pensait que c'était un gros imposteur et qu'il était absolument illégitime. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, je lui dis que c'était quelqu'un de très bien. Mais en fait, il est carrément illégitime. OK, il faut le sortir. OK, formons un groupe. Et ça, c'est possible. Et c'est donc, pour moi, ce sujet de partage pour arriver à trouver des clés et comprendre ce qu'on ressent, c'est important en tout cas de toujours le faire dans un cercle qui est safe, dans lequel on a de la confiance. Donc c'est pour ça que je te posais sur les amis, c'est ancré quoi. Et donc c'est important de pouvoir se dire, tu sais pas comment tu vas le faire, tu vas peut-être pleurer en l'exprimant, tu vas peut-être commencer à tout remettre à plat. Et cette démarche de se recharger, je pense que les autres se rechargent en te voyant et vice versa. En plus, on est tous avec des cycles et des saisons un peu différentes. Tu as peut-être un copain qui va plus particulièrement être mal à un moment donné, il va se recharger auprès de toi et vice versa. Demain, ce sera toi qui pourras le faire. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est dans, comme toute amitié, mais qu'elle soit professionnelle ou personnelle, je trouve qu'il faut qu'il y ait un échange assez équilibré de ce que l'on vient chercher chez l'autre et ce qu'on peut donner, et de s'assurer que c'est pas que dans un sens, parce qu'en effet, comme tu le dis, si c'est que dans un sens, alors soit vraiment t'es parti sur quelqu'un qui est très très sage, qui est le meilleur psychologue de la Terre et qui est plutôt dans une phase d'écoute, ce qui peut être pas mal, c'est une psychologie. C'est une approche. C'est une approche. Mais je suis pas sûre que ce soit la démarche qu'on recherche quand on essaye de se rendre plus à l'aise avec ces ressentis qu'on peut avoir. Ou alors il faut les cumuler. Après, ça dépend de nos besoins et tout ça, mais t'as raison. Il y a une phrase que j'adore, Camille, et je te l'ai dit en préparant ce podcast, c'est « fake it until you make it ». Et je trouve que cette phrase, donc fais-le jusqu'à ce que tu le deviennes. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction française que j'ai trouvée. Est-ce que dans ton quotidien, dans ton approche, c'est quelque chose que tu as utilisé? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et je vais même te dire, j'ai même été jusqu'à le transformer un peu en disant fake it until you rock it. En disant, t'es la rockstar. Imagine-toi la rockstar et demain, c'est bon, ça va dérouler. Je l'ai pensé à un moment où j'avais une prise de parole. L'année dernière, j'étais invitée à l'université d'été de la NDRH. Donc j'étais, je sais pas, il devait y avoir peut-être 1500, 2000 personnes, je sais pas. Donc là, pour le coup, tu t'imagines cette audience de DRH quand même plus expérimentée. Et là, tu te dis, bon, j'ai accepté de monter sur scène. C'est quand même un peu corsé, mais allez, ça va le faire. Je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup d'autres femmes, et on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que c'était une typologie de personne ou pas, mais que
on se sentait peut-être moins légitime. Imagine-toi, Frédéric, demander à une femme ou à un homme d'intervenir sur le podcast, sur un sujet où ils ne sont pas forcément experts. La femme, elle va pas forcément te répondre ça, mais probablement te dire « Écoute, je suis pas très légitime là-dessus, mais prenons peut-être un autre thème sur lequel je suis plus à l'aise. » Et l'homme, il va plus facilement y aller. Et c'est tout bête, mais le « fake it until you rock it », tu t'imagines être la personne qui a eu une prise de parole hyper brillante. Et limite, on parle souvent de manifesting, de manifester la chose jusqu'à ce qu'elle arrive. Tu te mets dans les conditions de réussite. Tu t'imagines avoir... j'allais dire avec succès, relever le défi et être monté sur scène, avoir déroulé ton pitch, ta prise de parole, et te dire, ok, je vois les gens, je vois l'audience, et je suis ok avec le fait qu'ils me regardent et qu'ils ont peut-être été bluffés par ce que j'ai dit. Et même s'ils ne le sont pas, le jour où tu le fais, tu as l'impression d'avoir déjà vécu un peu ça, et tu fais rappel de cette première expérience qui est en fait quelque chose que tu as imaginé, mais c'est la puissance aussi du cerveau. On parlait des pensées limitantes. Je pense que c'est ça aussi ce travail, c'est d'aller contrer ces trucs-là. Donc le fake it until you make it, il est déjà hyper puissant. Mais si tu peux aller jusqu'au rocket, c'est clair. En mode je suis la rockstar et je suis peut-être la meilleure personne placée pour faire ça parce que dans ce contexte, dans cette dynamique-là, je suis peut-être la personne qui suis la plus à même de le faire et je vais prendre cette légitimité-là. Je trouve que c'est d'autant plus impactant dans ta capacité à dépasser c'est clair. ce ressenti. Et tu sais quoi, je pense même qu'il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire qu'on prend en fait le jeune manager qui est promu et qui a son premier rôle de management pour la première fois. Il va encadrer et manager ses premières équipes. Donc, il est complètement illégitime. Alors, il va peut-être tirer sa légitimité du fait que quelqu'un, je sais pas, le CEO l'a choisi. Bon, voilà, il a été nommé. Il peut tirer sa légitimité du fait que c'était le meilleur de son expertise. Donc, tout le monde va dire, super, oui, c'est le meilleur d'entre nous. Mais il n'est pas légitime pour manager puisqu'il n'a jamais managé. Ouais, il peut être expert métier, mais c'est pas pour autant qu'il est bon manager. Il sera bon manager. Ouais. Et il a beau être nommé par CEO ou par qui que ce soit, donc il y a des codes de légitimité qui lui sont transmis, mais il devra fabriquer sa propre légitimité dans son rôle. Et donc, à l'origine, zéro légitimité, imposteur total. Donc, you have to fake it. Il faut faire semblant d'utiliser. On porte, l'expression française d'ailleurs, c'est « je mets le costume ». Je dois porter le costume, je dois endosser le costume. Et c'est l'idée de je mets le costume et je vais peut-être remplir le costume un jour, mais très clairement au début le costume est trop grand. Mais ça donne un petit style, le côté oversize aujourd'hui, c'est très c'est vrai, très tendance. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs en portant le costume, on le voit bien chez les jeunes, ça donne de la stature en fait. Psychologiquement, tu parlais de visualisation et de projection. Quand je me regarde saper en costume avec une cravate, l'image que j'ai de moi, nécessairement, elle est différente du mec qui est en t-shirt et en short avec des tongs. Alors je vais te partager une petite anecdote là-dessus justement. On a un collaborateur dans ma précédente boîte. Il était super bon, mais à un moment il a vécu quelque chose de personnel qui était difficile. Et suite à ça, il y a eu une phase un petit peu à vide pendant un petit mois. On sentait qu'il n'était pas bien, il restait en télétravail. Il devait être proche de sa famille. Et à un moment, on a fait un point comme ça en one-one et je lui ai dit, mais je te dis ça, c'est de manière très bienveillante, mais j'ai l'impression que tu te donnes pas toutes les clés du succès pour vraiment te remettre dans le mode de travail. Et je lui dis, je suis la première à ne pas juger, mais il n'avait pas forcément sa caméra, etc. Mais je lui dis, je m'imagine que peut-être tu n'es pas tiré à 4 épingles derrière cette caméra fermée. Et si demain, tu te mettais avec justement, je sais pas, une tenue ou quelque chose dans lequel tu dis, ok, je me mets dans une démarche d'être, j'allais dire, impactant dans mon travail. Et ça n'a pas loupé. Dès le lendemain, il avait sa caméra, il était avec sa chemise. Et après, il est même allé jusqu'à mettre veste de costume, etc. Il était chez lui, il n'avait absolument aucune raison de le faire. Mais pendant les 6 mois qui ont suivi, il n'a pas cessé de se mettre... Alors, le but, c'est pas de se mettre en scène non plus, pas en train de jouer un rôle. Mais par contre, il s'est donné les moyens d'eux. Et finalement, il m'a remercié à la fin parce qu'il m'a dit, en fait, j'avais une très grande culpabilité parce que j'avais raté quelques semaines de boulot et j'avais pris du retard et j'arrivais pas à m'y remettre et le perso me réembarquait un peu, etc. Et j'ai réussi, grâce à ta clé, de te remettre dans cette dynamique-là. Et finalement, il était super, j'allais dire, au niveau et il a fait les hackathons au même titre que les autres à la fin du cycle. J'ai trouvé ça super chouette, en fait. Comme tu l'évoques, de visualiser et de se dire, c'est peut-être que je me donne pas toutes les clés de succès là, en ce moment qui fait que j'y arrive pas. Et du coup, je me laisse tomber, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des meilleures questions que je te poserais, c'est admettons que you fake it to make it, but you don't make it. Qu'est-ce qui se passe si... C'est encore mieux.
C'est encore mieux, don't make it. Est-ce que du coup, le fait que tu n'aies pas le résultat que tu as envie et que potentiellement, après la promotion, tu y passes 2 ans... c'est un peu amer, tu veux dire comme... il n'y a pas de légitimité, tu n'es pas compris par tes équipes, tu as du turnover, tu sens qu'il y a beaucoup de tensions qui sont créées. Une sorte de désengagement. Désengagement, et puis du coup, je sais pas, la personne qui un peu le pire scénario possible, quoi. Te dit, bon, ok, c'était pas ça. Je vais te remettre sur un autre rôle parce que tu n'es pas au bon endroit, où on va se séparer. Quelque chose de plus radical. Est-ce que cette expérience-là, elle vient nourrir un syndrome d'imposteur pour toi ? Alors, pour moi, elle est censée être encore plus riche parce que tu es censé pouvoir relire cette expérience-là et identifier ce qui n'a pas marché. Les ingrédients que tu as pris qui n'étaient pas forcément la secret sauce, entre guillemets, ça a fait un soufflé, mais il a complètement dégonflé à la sortie du four. Bon, c'est dommage, mais ça veut dire que la prochaine fois, tu sauras d'autant mieux si tu relis cette expérience-là, là où tu as fait un petit loupé, là où tu as raté telle étape, telle coche, etc. Donc pour moi, elle est d'autant plus riche. Si elle alimente ton syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu n'avais pas les bons ingrédients de base. Et que, alors, c'est pas tu repars à zéro, mais c'était pas forcément le bon projet sur lequel te rôder sur ce thème-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la déception de ne pas avoir à réussir à occuper un rôle avec le succès qu'on escomptait, ça doit absolument pas nourrir un syndrome d'imposteur. Parce que l'imposteur, c'est celui qui trompe. Et dans ce que tu dis, c'est très juste, c'est dire le fait de pouvoir regarder en arrière, de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu le bon code, j'ai pas eu le bon vocabulaire, j'ai pas réussi à acquérir les bonnes compétences, les bonnes connaissances, et du coup ça m'a fait échouer. Ok, mais par contre, je l'ai fait, je l'ai vécu, et je peux en tirer quelque chose de formidable. Et donc ça fait de moi, même si j'ai été manager pendant 2 ans et ça n'a pas été une bonne aventure, j'ai été manager pendant 2 ans. J'ai pas été le meilleur des managers. J'ai pas eu le succès que je voulais. J'ai pas eu l'impact que je voulais. Mais j'ai eu le mérite, de m'inscrire et de l'avoir été, Et donc je suis légitime, je l'ai fait. J'ai eu cette expérience. Et peut-être qu'il faut que j'utilise cette expérience to make it the next time. Tu vois, et si tu arriver à le faire. Si tu l'as définie comme limitant, enfin comment dire, comme vraiment pas bonne, elle va être limitante pour les prochaines. Alors que si tu changeais de boîte et tu refais la même chose, peut-être que ce sera un contexte différent, des personnes différentes et une autre dynamique qui ferait que ça marchera super bien. Donc si tu te limites en disant c'était nul, c'était pas bon, et tu as envie de froisser la page et de la mettre à la poubelle. C'est ça. Bon, tu te sauras quand même exercer à l'écriture, mais tu l'auras pas gardé pour faire une page de plus dans ton livre d'expérience, quoi. Camille, on arrive à la fin du podcast. Je pense que j'aurais pu discuter avec toi pendant 2 heures. Il faut qu'on s'arrête. Je voulais aussi parler du podcast dans le cadre de Clara. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr. On a nous-mêmes enregistré un podcast qui s'appelle Cas d'entreprise. On fait intervenir différents DRH, justement. Du coup, Cas d'entreprise avec un K, quoi. Cas d'entreprise avec un K, puisque Clara s'écrit avec un K. K-L-A-R-A. Clara HR, en plus particulièrement. Pourquoi ce podcast ? Parce qu'on avait l'ambition de faire parler les DRH ou des personnes en ressources humaines qui avaient un regard justement un peu différent, un peu frais. Ils viennent pas forcément de notre univers de la tech, ils viennent pas forcément de l'univers des startups scale-up. Ils ont une expérience toute plus riche les uns que les autres. Et on a imaginé des thèmes qui seraient ceux que normalement, dans toutes les entreprises françaises, dont on essaie de s'emparer. Vous verrez, on a une première saison qui est sortie, on a 8 épisodes. Je suis ravie d'avoir été l'hôte de ce podcast, mais je suis ravie aujourd'hui d'avoir été l'invité. C'est bien dans l'autre sens aussi, non ? Ouais, c'est très sympa. Camille, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci pour ça. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.